Aux confins du Sahel, là où le désert du Sahara, avec son souffle de feu, commence à se rendre à l'obstination de la savane, vivait un peuple pour qui l'horizon était à la fois une promesse et une limite infranchissable. Les Kelngourma, les fils du sable rouge, étaient un peuple aux traditions profondes, sculptés par le vent et le soleil au fil d'innombrables générations. Leur vie était un cycle immuable de mouvement et de quiétude, suivant les pluies rares et les routes commerciales qui étaient bas les veines palpitantes du grand continent africain. Dans ce monde de règles non écrites, mais gravées au fer rouge dans l'âme de chacun, et de rôles aussi bien définis que les étoiles dans le ciel nocturne, naquit une jeune fille nommée Aminata, et dès le jour où ses pieds nus apprirent à marcher sur le sable chaud, il devint douloureusement clair pour tous qu'Aminata était différente. Sa différence ne résidait pas dans la couleur de ses yeux, qui étaient du ton sombre et profond du ciel nocturne du désert, un puits de secrets et de questions, ni dans son sourire, qui possédait la rare capacité de désarmer même le plus austère des anciens, faisant s'approfondir les rides autour de leurs yeux d'une tendresse inattendue. La différence d'Aminata, sa marque, sa croix, résidait dans ses jambes. Elles étaient longues, disproportionnément, presque scandaleusement longues, disèrent les femmes plus âgées, secouant la tête avec un mélange de pitié et de réprobation voilée en la voyant courir sur le sable, ses enjambées couvrant le double de la distance des autres filles de son âge. « Tes jambes trop longues pour une fille », se chuchotait-elle, leur voix étouffée derrière leurs mains teintes au henné, tandis qu'elles rapiéçaient des peaux de chèvre ou pilaient le millet. Des jambes faites pour aller loin, et une fille ne doit jamais, au grand jamais, vouloir aller trop loin. Son monde est le rayon de vision de sa tante. Pour les Kelngourma, la beauté d'une femme résidait dans sa grâce contenue, dans l'économie de ses mouvements, dans sa capacité à se mouvoir avec l'efficacité d'une gazelle, à l'intérieur de l'espace sacré qui lui était destiné. Le campement, l'intérieur de la tente, le cercle fermé de la famille. Les jambes d'Aminata, cependant, semblaient être nées d'une erreur des dieux. Elles semblaient faites pour de longues enjambées, pour dévorer les distances, pour poursuivre et franchir des horizons qu'elle n'aurait même pas dû oser imaginer. Sa taille et ses membres la rendaient un peu maladroite dans les tâches délicates qui exigeaient patience et précision. Elle trébuchait plus que les autres, ses longs membres semblaient avoir une volonté propre, une aspiration aux espaces ouverts que la vie confinée du village ne pouvait offrir. Et pour cela, elle était une cible constante de moqueries, parfois cruelle, parfois déguisée en plaisanterie. Les autres filles riaient d'elle lorsqu'elle essayait de danser lors des cérémonies de mariage ou de récolte, ses mouvements amples et un peu désordonnés, contrastant douloureusement avec les petits pas contenus et rythmés qui étaient considérés comme le summum de l'élégance et de la féminité. « Regardez la girafe qui essaie d'être un fennec », disait-elle, leurs rires aigus comme le tintement de clochettes de bronze, blessant Aminata plus que toute réprimande physique. Le plus sévère et le plus vocal de ces critiques était Malik, l'un des anciens les plus respectés du conseil, un homme dont le visage était une carte de rides profondes, chacune racontant une histoire de sécheresse et de survie, et dont la voix était aussi sèche et tranchante que le sable de l'harmattan. Il voyait en Aminata non seulement une étrangeté physique, une aberration de la nature, mais une dangereuse menace à l'ordre des choses, à l'équilibre délicat qui maintenait son peuple uni. « Ses jambes, disait-il, sa voix résonnant de l'autorité de siècles de tradition, en la désignant du menton, sont un mauvais présage. Elles portent une âme agitée. Une femme à l'âme agitée est comme une fissure dans une calebasse d'eau qui perd son précieux contenu goutte à goutte jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sa place est ici. Son destin est d'épouser un homme bon, d'élever des fils forts pour honorer les ancêtres et de maintenir les traditions vivantes. Pourquoi a-t-elle besoin de jambes qui semblent vouloir marcher jusqu'au coucher du soleil ? Mais Aminata ne voulait pas seulement marcher jusqu'au coucher du soleil. Elle voulait savoir ce qu'il y avait au-delà. Sa curiosité était une faim insatiable, une soif qu'aucune source du village ne pouvait étancher. Son père, un homme à l'esprit doux et un conteur d'histoires hors pair, était son seul refuge, sa seule source de réconfort. Contrairement aux autres, il voyait dans les jambes de sa fille, non pas une malédiction, mais un reflet physique de son esprit indomptable. Le soir, près du feu crépitant qui éloignait les esprits des ténèbres, il ne lui racontait pas seulement les légendes des djinns rusés et des héros fondateurs de son peuple. Il lui racontait des histoires qu'il avait entendues des caravaniers, des fragments d'un monde vaste et inconnu, des histoires de cités faites d'argile et d'or, comme la légendaire Tombouctou,
et la majestueuse Djenné, où les bibliothèques contenaient plus de sagesse qu'un homme ne pourrait en lire en 1000 vies. Il parlait de grands fleuves, comme le Niger, l'épine dorsale de l'Afrique de l'Ouest, si large que l'autre rive semblait un mirage lointain. Il parlait de forêts où les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient être des piliers soutenant le ciel. Pendant qu'il parlait, les yeux d'Aminata brillaient plus intensément que les étoiles au-dessus d'eux, et ses longues jambes, pliées inconfortablement sous elle, semblaient fourmiller d'un désir irrépressible de se lever et de se mettre en marche, de suivre les routes tracées par les mots de son père. Secrètement, risquant la colère des autres anciens, son père lui enseigna des choses qui n'étaient pas destinées aux filles. Il lui apprit à lire les étoiles, non par poésie, mais par nécessité. Il lui apprit à trouver l'étoile polaire et la croix du Sud, et à les utiliser pour trouver son chemin dans le désert impitoyable et sans repère. Il lui apprit la langue des marchands arabes, les rudiments des chiffres et les subtilités de la négociation. Le savoir, disait-il, sa voix un murmure de conspirateurs qui se mêlait au crépitement du feu, n'a pas de genre, ma fille. C'est un outil, et un bon outil ne doit jamais être refusé, même si d'autres disent que tu n'as pas le droit de le manier. Les années passèrent, le sable du temps s'écoulant silencieusement. Aminata devint une femme. Sa taille imposante, qui n'était auparavant qu'étrange, possédait désormais une certaine majesté, une élégance maladroite qui la distinguait. Mais les murmures ne cessèrent pas. Les demandes en mariage étaient rares, et provenaient pour la plupart d'hommes plus âgés ou de statut inférieure, qui la voyaient plus comme une curiosité exotique que comme une partenaire pour la vie. Son destin semblait scellé. Elle deviendrait une vieille fille. Une figure en marge, à jamais définie et emprisonnée par ses jambes, trop longues. Jusqu'au jour où un nuage de poussière à l'horizon, dense comme une tempête de sable, annonça l'arrivée d'une grande caravane. Elle était menée par un homme légendaire, un nom murmuré avec révérence dans toutes les oasis du Sahara. Khalid, connu sous le nom de Lion du désert, un homme dont la réputation le précédait de plusieurs lieux. On disait qu'il connaissait chaque dune du Sahara par son nom et qu'il négociait directement avec les sultans de terre lointaine. Sa caravane était une ville en mouvement, un fleuve sinueux de centaines de chameaux chargés des trésors du continent, des barres de sel du désert, de la poudre d'or des mines du sud, de l'ivoire des grandes forêts et des épices de terre encore plus lointaines. Ils campèrent près des puits des Khel Ngourma pour se reposer, se réapprovisionner et négocier. Pour le peuple d'Aminata, c'était un événement, une distraction bienvenue dans la monotonie de la vie. Pour Aminata, c'était une opportunité. C'était le monde qui frappait à sa porte. Cette nuit-là, tandis que les hommes de la caravane et les anciens de sa tribu partageaient un thé à la menthe doux et fort et échangèrent des histoires, Aminata observait depuis les ombres, sa haute silhouette cachée derrière une tente. Elle écoutait les conversations, absorbant chaque mot sur les routes, les dangers des voleurs de dunes, les prix fluctuants des marchés de Tombouctou. Une idée audacieuse, aussi longue et étirée que ses propres jambes, commença à prendre forme dans son esprit, un plan si fou qu'il la fit trembler. Le lendemain, elle fit l'impensable. Le cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine, elle traversa le campement, la tête haute, ignorant les regards choqués et les murmures scandalisés qui la suivaient comme un nuage de mouches, et se dirigea droit vers la grande tente de Khalid, qui se démarquait des autres. Ses gardes, des hommes robustes avec des épées courbes à la ceinture, tentèrent de l'arrêter, mais sa taille inhabituelle et la détermination féroce et presque maniaque dans ses yeux les firent hésiter un instant crucial. Et à cet instant, la voix grave et autoritaire de Khalid retentit de l'intérieur de la tente. « Laissez-la passer, je veux voir le courage de près. » Aminata entra, s'inclinant autant qu'elle le pouvait, ses longs membres se sentant encore plus maladroits et déplacés dans cet espace confiné. Khalid était un homme d'âge mûr, avec des yeux qui semblaient avoir tout vu de ce que le monde avait à offrir, et un visage qui était un témoignage du soleil et du vent. Il la toisa de haut en bas, sans hâte, une lueur de curiosité dansant dans ses yeux. « Les femmes de ton peuple n'ont pas l'habitude de me chercher, à moins que leur père ne les offre en mariage, et tu n'as pas le regard d'une fiancée. Que veux-tu, jeune fille aux longues jambes ? Le surnom ?» dit sans malice, mais avec une observation directe et pragmatique, ne la fit pas reculer. Au contraire, il agit comme un baume, une acceptation de sa réalité. Il lui donna de la force. « Je veux aller avec vous, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme, sans une once d'hésitation. Khalid laissa échapper un rire, un son grave et rauque. « Aller avec moi ? Au cœur du désert ? Ce n'est pas une promenade dans les jardins d'un sultan.
C'est un travail dur, dangereux, une vie de privation. Les femmes ne voyagent pas dans ma caravane, à moins d'être les épouses ou les filles de riches marchands, enveloppées dans des soieries et protégées du soleil. Je ne serai pas un fardeau, insista Aminata, faisant un pas en avant. Je peux travailler. Je connais les étoiles, l'étoile polaire, la croix du Sud. Je sais comment elles guident un homme lorsque le paysage est une toile vide et trompeuse. Khalid haussa un sourcil, son amusement laissant place à un intérêt sincère. Tu connais les étoiles? Une fille du fin fond du désert, qui devrait être en train d'apprendre à tisser? Mon père m'a appris, et je sais compter. Et je connais vos histoires, celles que vous racontez autour du feu. Une caravane a besoin de plus que de la force et des chameaux. Elle a besoin de savoir. Elle a besoin de mémoire. Je peux être votre mémoire. Je peux enregistrer les transactions, me souvenir des puits qui se sont asséchés la saison dernière et des passages devenus dangereux à cause de conflits tribaux. Et mes jambes sont longues. Je ne reste pas à la traîne. Il y eut un silence lourd et dense dans la tente, seulement rompu par le sifflement du vent à l'extérieur. Khalid l'étudia intensément, ses yeux pesant son âme, testant sa détermination. Il vit au-delà de sa taille, au-delà de son genre. Il vit la même faim qui l'avait poussé hors de son propre village des décennies plus tôt. Une faim du monde, un besoin de voir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon. « Malik, ton ancien, est venu me voir ce matin, » dit lentement Khalid, sa voix maintenant sérieuse. « Il m'a mis en garde contre toi. Il a dit que tu étais une source de trouble, une femme avec des idées qui n'ont pas leur place dans la tête d'une femme. Il m'a dit de ne pas t'écouter, de ne pas t'encourager. » Le cœur d'Aminata sombra comme une pierre dans un puits. L'espoir commença à s'évanouir. « Alors, votre réponse est non. »« Ma réponse, » dit Khalid, un rare sourire fendant son visage tanné comme le cuir, « est que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, surtout par des hommes qui ont peur d'une jeune fille avec de longues jambes et un cerveau qui fonctionne. Tu as jusqu'à l'aube pour faire tes adieux. Ne prends que ce que tu peux porter, et que tes dieux t'aident, car le désert n'aura aucune pitié. » Le voyage fut un baptême du feu, une épreuve qui aurait brisé bien des hommes. Le désert était à la fois un ennemi impitoyable et un maître sévère. Le soleil était un marteau de bronze incandescent pendant la journée, et le froid de la nuit était un couteau aiguisé qui coupait jusqu'aux os. Les autres hommes de la caravane, au début, la regardaient avec un mélange de méfiance, de ressentiment et de mépris. Mais Aminata travailla. Elle travailla plus que quiconque, déterminée à prouver sa valeur. Ses jambes, qui avaient été une gêne et une source de honte au campement, devinrent son plus grand et plus inattendu atout. Elle pouvait marcher des heures durant aux côtés des chameaux sans montrer de signes de fatigue, sa longue foulée rythmée mangeant le sable avec une efficacité stupéfiante. Elle pouvait grimper rapidement les plus hautes dunes pour chercher des repères lointains ou des dangers à l'horizon, sa taille lui donnant un avantage qu'aucun autre homme ne possédait. Lentement, très lentement, comme l'eau s'infiltrant dans le sable sec, le mépris dans les yeux des hommes se transforma en un respect réticent. Une nuit terriblement sombre, lorsque le navigateur principal de la caravane tomba malade d'une fièvre délirante. La caravane perdit son chemin dans une plaine traîtresse de pierres noires où toutes les directions se ressemblaient. La panique, un poison silencieux, commença à s'installer parmi les hommes. L'eau venait à manquer. C'est alors qu'Aminata, utilisant le savoir précieux que son père lui avait transmis, grimpa sur le plus haut affleurement rocheux et, étudiant le ciel clair et parsemé de diamants, traça une nouvelle route. « Cet ensemble d'étoiles, » dit-elle, sa voix claire et confiante tranchant le silence tendu, en montrant du doigt un point dans le ciel, les anciens l'appellent la calebasse de la soif. Si nous la suivons vers le nord-ouest, nous trouverons le lit asséché de la rivière Oued à 2 jours de marche. De là, je connais le chemin vers la prochaine oasis. Khalid, l'observant depuis le pied du rocher, avec une admiration qu'il ne pouvait plus cacher, donna l'ordre qui allait tout changer. Faites ce qu'elle dit. 2 jours plus tard, épuisés mais sauvés, ils trouvèrent le lit de la rivière. Le respect réticent se transforma en une admiration sincère et profonde. Elle n'était plus la fille aux longues jambes. C'était Aminata, la navigatrice des étoiles. Lorsque, des semaines plus tard, ils aperçurent enfin les imposantes tours d'argile de la grande mosquée de Djenné, s'élevant de la plaine inondable, comme des doigts pointés vers le ciel, Aminata sentit les larmes couler librement sur son visage couvert de poussière. C'était plus magnifique, plus irréel, que n'importe quelle histoire que son père aurait pu lui raconter. Et elle y était arrivée, sur ses propres jambes. Son voyage ne s'arrêta pas à Tombouctou, ce n'était que le début. Elle voyagea avec Khalid pendant 3 longues et transformatrices années. Elle apprit à négocier sur les marchés bouillonnants,
à évaluer la qualité de la poudre d'or et des barres de sel, à parler plusieurs langues et dialectes, et, plus important encore, elle apprit à lire et à écrire auprès des sages scribes de Tombouctou, qui furent émerveillés par sa vivacité d'esprit et sa soif de connaissance. Elle absorba le monde avec une férocité qui stupéfia même Khalid. Elle n'était plus une simple passagère. Elle devint une partie vitale de la caravane, une stratège dont les opinions sur les routes et les affaires étaient des recherchées et appréciées. Un jour, en regardant l'horizon depuis le sommet d'une dune, elle sentit une nouvelle sorte de nostalgie lui serrer le cœur. Ce n'était pas la nostalgie du monde qu'elle n'avait pas encore vu, mais du petit monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle réalisa que son voyage ne serait pas complet tant qu'elle ne serait pas rentrée. Elle voulait ramener l'immensité du monde à son petit campement. Elle voulait leur montrer que l'horizon n'était pas une limite, mais une invitation. Son retour fut encore plus spectaculaire que son départ. Elle ne revint pas à pied, comme une paria honteuse. Elle revint en tant qu'associée à part entière de Khalid, menant sa propre petite caravane de chameaux, chargée non seulement de marchandises à négocier, mais de trésors d'un autre genre, des livres, des cartes et des instruments de navigation comme des astrolabes. Lorsque sa haute et imposante silhouette, vêtue de tissus teints d'un bleu indigo profond, venue de terres lointaines, apparut à l'horizon, lesquels Nagourma restèrent silencieux, un silence d'étonnement et d'incrédulité. Son père, maintenant un homme plus âgé, pleura ouvertement de joie. Malik, l'ancien, la regarda avec des yeux qui contenaient un mélange d'incrédulité, de respect et, peut-être, une pointe de saine crainte. Aminata ne chercha pas à se venger. Elle n'humilia pas ceux qui s'étaient moqués d'elle. Au lieu de cela, le soir, elle s'assit près du feu central, à la même place où son père s'asseyait autrefois, et commença à raconter des histoires. Mais ces histoires ne parlaient pas de djinns et d'esprits du sable. Elles parlèrent de l'architecture impressionnante de Tombouctou, des concepts complexes de mathématiques des Arabes, des lois du commerce et de la politique complexe des sultans de l'autre côté du désert. Elle déroula les cartes sur le sable, montrant aux enfants émerveillés où se trouvait leur foyer par rapport au grand et vaste monde. Avec sa propre richesse, elle ouvrit une école improvisée, brisant la plus grande de toutes les traditions. Enseignée non seulement aux garçons, mais aussi aux filles, à lire les étoiles, à compter, à lire les mots écrits. Elle utilisa son influence et ses connaissances pour améliorer la vie de son peuple, en négociant des accords commerciaux plus justes et en introduisant de nouvelles cultures plus résistantes à la sécheresse. Elle prouva, sans avoir besoin de dire un mot, que ses longues jambes n'étaient pas faites pour fuir son peuple, mais pour parcourir le monde en son nom et amener le monde jusqu'à lui. Elle ne se maria jamais, pas de manière traditionnelle. Son partenaire était l'horizon, sa famille était son peuple. Et le surnom qui était autrefois une offense, une marque de honte, devint un titre d'honneur, une bénédiction. Les mères, en voyant leurs filles grandir, hautes et fortes, ne disaient plus avec inquiétude « des jambes trop longues pour une fille ». Au lieu de cela, elles souriaient avec une nouvelle sorte de fierté dans les yeux et disaient « regarde, elle a les jambes d'Aminata, qui sait jusqu'où elle ira ». L'histoire d'Aminata, la navigatrice des étoiles, est devenue une légende racontée de génération en génération, un phare d'espoir murmuré autour des feux de camp du Sahel. Un rappel éternel que, parfois, ce que la société perçoit comme une faille, un défaut ou une anomalie n'est que le signe d'un destin trop grand pour être contenu par les traditions du passé, et que les jambes d'une femme n'ont pas été faites pour tenir dans un espace petit et confiné, mais pour la mener là où son courage, son intelligence et ses rêves peuvent la porter.